Quand on pense à la guerre d'Algérie, on imagine souvent un seul conflit. Mais la réalité est bien plus complexe. C'est plutôt comme un miroir qui se serait brisé en 1000 morceaux. Et chaque éclat de ce miroir, il raconte une histoire différente, une mémoire souvent en opposition avec les autres. Pour comprendre, il faut observer tous ces fragments. C'est ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui. Tout commence par ce chiffre, 132. 132 ans, c'est la durée de la colonisation française en Algérie, une période immense qui a évidemment créé des tensions très profondes et a forgé les identités qui vont finir par s'affronter avec une violence inouïe. On ne parle pas d'un simple conflit, mais bien de l'aboutissement de plus d'un siècle d'histoire, une histoire compliquée et douloureuse. La guerre, la vraie, elle, va durer 8 ans. Le point de départ, c'est le 1er novembre 1954, la fameuse Toussaint Rouge, quand le FLN lance l'insurrection. La violence va monter crescendo, avec des moments de rupture totale, comme cette tentative de coup d'État par des généraux français en 1961. Et la fin, du moins la fin officielle, ce sont les accords d'Évian en 1962. C'est ce qui va mener tout droit à l'indépendance. Alors, pour essayer de reconstituer ce fameux miroir brisé, on va se pencher sur 4 de ses principaux éclats. D'abord, le combat des nationalistes du FLN. Ensuite, on verra la situation tragique des Harkis, ces Algériens qui ont combattu aux côtés de la France. Puis, on analysera la violence de l'OAS et pour finir, on regardera l'expérience des jeunes soldats français, les appelés. Chaque groupe, une guerre différente. Allez, commençons par ceux qui ont déclenché les hostilités, le Front de Libération Nationale. Leur objectif est limpide dès 1954, en finir avec le système colonial français et obtenir l'indépendance totale pour l'Algérie. C'est clair, net et précis. Bon, la question se pose, comment on fait la guerre à une armée française qui est beaucoup plus puissante, beaucoup mieux équipée? Le FLN va opter pour ce qu'on appelle une guerre asymétrique. L'idée, ce n'est pas de se lancer dans des grandes batailles rangées, c'est perdu d'avance. Non, il s'agit plutôt d'une multitude de petites actions ciblées, des coups de poing pour harceler l'adversaire et maintenir une pression constante. On voit bien ici que la stratégie du FLN, c'était pas que militaire. Sur le terrain, il y avait la LN, son bras armé, qui menait la guérilla. Mais le vrai tournant psychologique, ça a été la bataille d'Alger qui a fait basculer la guerre en pleine ville. Et à côté de ça, le FLN menait une autre guerre, celle de l'information, pour s'assurer un soutien international. C'est cet effort diplomatique qui a été absolument crucial pour arriver aux négociations. Et à la fin, à l'indépendance. Et c'est là que le miroir se fissure une première fois. L'image d'un peuple algérien uni comme un seul homme contre la France, c'est une simplification. Une partie de la population musulmane a fait un autre choix. On les a appelés les Harkis. On plonge maintenant dans l'une des histoires les plus complexes et franchement les plus tragiques de ce conflit. L'histoire des Harkis, ces supplétifs algériens de l'armée française. Le mot Harki, ça vient de l'arabe harka, qui veut dire mouvement. Au départ, ça désignait une unité bien précise. Mais aujourd'hui, le mot est devenu beaucoup plus large. Il englobe en fait tous les Algériens qui, pour tout un tas de raisons, ont soutenu la cause de l'Algérie française. Et c'est là le point crucial. Il faut bien comprendre que leur engagement, c'était rarement un choix purement idéologique. Pour certains, c'était une question de vie ou de mort. Ils étaient capturés et on leur disait « c'est ça ou le peloton d'exécution ». D'autres ont été piégés, compromis, et n'avaient pas d'autre choix pour survivre que de chercher la protection de l'armée. Et pour beaucoup, beaucoup d'autres, dans un pays ravagé par la guerre, c'était juste un moyen de nourrir sa famille. C'est là que la tragédie devient absolue. Après les accords d'Évian, la France se retire et elle abandonne la grande majorité des Harkis. Vus comme des traîtres par le nouveau pouvoir en Algérie, des dizaines de milliers d'entre eux, avec leurs familles, vont être massacrés dans des conditions atroces. C'est un abandon qui reste une plaie béante dans la mémoire franco-algérienne. Allez, passons à un autre éclat du miroir, côté français cette fois. Parce que l'idée de négocier l'indépendance, tout le monde en France ne l'a pas acceptée. Une frange radicalisée a choisi le chemin de la terreur, l'OAS. L'organisation armée secrète, l'OAS, est donc née de ce refus catégorique de l'abandon de l'Algérie française. Dedans, on trouvait des civils européens d'Algérie, les pieds noirs, mais aussi des militaires déserteurs. Leur combat n'était plus seulement contre le FLN, mais contre l'indépendance elle-même, et donc, de fait, contre le gouvernement du général de Gaulle. Mais alors, qui étaient vraiment les membres de l'OAS ? Les archives nous dressent un portrait assez surprenant. Ce n'étaient pas seulement des vieux colons ou des généraux aigris, non. Les 3/4 de ces membres étaient nés en Algérie. Et surtout la moitié d'entre eux avaient moins de 26 ans. C'était des jeunes, des étudiants, des employés des classes moyennes, qui voyaient littéralement leur monde s'écrouler. Cette phrase, elle est tirée de la lettre d'un jeune militant. Elle est glaçante.
Elle montre bien la déshumanisation de l'autre, la spirale de violence dans laquelle ces jeunes étaient tombés. Les cartons, ce sont des Algériens. Le terrorisme n'est plus un moyen, ça devient un régal, une fin en soi. Dans les derniers mois, la stratégie de l'OAS est totalement désespérée. Le but, c'est de forcer l'histoire. Comment ? En multipliant les attentats aveugles contre les musulmans pour provoquer des représailles du FLN, pour faire voler en éclats le cessez-le-feu des accords d'Évian et relancer une guerre totale. C'est la politique de la terre brûlée pour rendre l'indépendance tout simplement impossible. On arrive au quatrième et dernier éclat de notre miroir. Celui des centaines de milliers de jeunes Français de métropole, les appelés du contingent, qui n'avaient absolument rien demandé à personne et qui ont été projetés au milieu de ce chaos. La quille, bordel. Cette phrase, elle résume tout. La quille, en argot militaire, c'est la fin du service, le retour à la maison. Ce n'était pas un cri de guerre, mais vraiment un cri du cœur. L'obsession de ces jeunes, ce n'était pas de gagner la guerre, c'était de rentrer chez eux, vivants. Ils se sentaient complètement étrangers à ce conflit, à cette terre, à ces enjeux. Le dilemme moral de ces jeunes est parfaitement résumé ici. Leur expérience sur le terrain pouvait être radicalement différente en fonction d'un seul homme, leur officier. Il y avait l'officier de droit, celui qui maintenait un cadre strict et refusait de cautionner les exactions. Et puis, il y avait l'officier carte blanche, souvent un pied noir ou un ancien d'Indochine, qui poussait ces jeunes soldats à commettre l'irréparable. Ce sentiment de honte et de gâchis, il revient sans arrêt dans les témoignages. Ces jeunes étaient envoyés pour une mission de pacification, mais ils se retrouvaient à faire la guerre, à mener des fouilles humiliantes et parfois bien pires. Ils avaient le sentiment d'être les instruments d'une guerre coloniale qu'ils ne comprenaient pas et surtout qu'ils n'avaient pas choisie. Alors, qu'est-ce qu'il reste de tout ça, de toutes ces expériences qui s'opposent ? Un héritage fracturé, des mémoires qui même aujourd'hui ont encore énormément de mal à dialoguer. Après la guerre, les destins sont radicalement opposés. Le FLN prend le pouvoir, les harkis sont soit massacrés, soit parqués dans des camps en France dans des conditions indignes. Les membres de l'OAS sont fuis, et les appelés, eux, rentrent en métropole avec leur traumatisme et un lourd silence sur une guerre dont la France ne voulait pas parler. Il a fallu des décennies pour que la France commence tout doucement à regarder cette histoire en face. Le mot « guerre » n'a été utilisé officiellement qu'en 1999, c'est fou. Et il a fallu attendre 2021 pour que le président de la République demande pardon aux harkis pour leur abandon, reconnaissant enfin la responsabilité de l'État français. Le chemin de la mémoire est long, très long. Au fond, la question n'est peut-être pas de réconcilier ces mémoires, c'est sans doute impossible. L'enjeu, c'est peut-être simplement d'apprendre à toutes les écouter. C'est sûrement la seule façon de comprendre comment un seul et même événement a pu être, en même temps, une libération, une trahison, un effondrement et un immense gâchis.